Bonjour tout le monde, juste vous dire, on va prendre quelques minutes pour laisser les gens entrer, arriver, puis on va démarrer la conférence là, dans quelques minutes. Bon, bonjour tout le monde, bon midi. On a encore des gens qui arrivent, mais on va commencer puisqu'on a quand même juste une toute petite heure devant nous. Je me présente, Cybèle Richer-Boivin, je suis conseillère à la vie syndicale au SPGQ. On est content de vous voir aujourd'hui. Ce webinaire avec Ma place au travail là, se tient dans le cadre des actions que le SPGQ réalise pour la Marche mondiale des femmes qui se déroule cette année à travers le monde, mais bien sûr au Québec. Il y aura un grand rassemblement le 18 octobre à Québec et en prévision pour se donner envie de se mobiliser, on avait envie de réaliser là, une série de conférences en ligne pour mettre en valeur
la force mobilisatrice des femmes qui s'organisent pour transformer le monde. On a choisi de faire ces conférences-là autour de des trois thématiques là, principales de la Marche mondiale des femmes, qui sont la lutte aux violences faites aux filles et aux femmes, la lutte à la pauvreté, pardon, et la lutte pour la protection de l'environnement. Donc, c'est notre deuxième conférence. On en a eu une première en mars et là, on est très contente de recevoir aujourd'hui Marjorie Péric, qui est coordonnatrice aux communications et aux projets spéciaux pour l'organisme Ma Place au Travail. Marjorie a une maîtrise en gestion de l'environnement puis une vaste expérience en communication. Elle est aussi mère de deux enfants et a vécu des enjeux d'accès au service de garde. Elle a même ouvert son service de garde pendant un moment pour offrir une place à ses enfants et continuer d'avoir un revenu. Marjorie a à cœur la cause des femmes, des mamans, des enfants. Elle s'est impliquée, entre autres, dans différents conseils d'administration, comme celui de Accès Sage-Femme BD Chaleur, de l'organisme Supportons-les, et elle est présidente de son CPE. Donc, je vais donner dans quelques minutes la parole à Marjorie. Avant, je veux juste vous rappeler le déroulement. Donc, en ce moment, là, vos caméras, micros sont fermés. C'est normal, c'est la façon dont on fonctionne pour le webinaire. Par contre, lors de la période de questions, suite à la présentation de Marjorie, on va débloquer. Donc, vous pourrez utiliser votre micro et votre caméra pour échanger avec Marjorie, poser vos questions. On vous informe aussi que la conférence est enregistrée. Donc, la conférence va être disponible sur le site du SPGQ après aujourd'hui. Par contre, on ne va pas enregistrer la période de questions. Donc, sentez-vous bien à l'aise de poser vos questions. Elles ne seront pas enregistrées. Donc, ben voilà, je pense que c'est tout pour le mot d'introduction. Je vais laisser la parole à notre conférencière Marjorie. Bonne conférence tout le monde. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir. Fait que, dans le fond, pour commencer, Ma Place au Travail, qu'est-ce que c'est? Ma Place au Travail, c'est un mouvement citoyen qui a émergé sur les réseaux sociaux en 2021. Un mouvement citoyen qui est non partisan et qui a été lancé en fait par une maman de Kakuna qui a lancé un mot-clic Ma Place au Travail sur les réseaux sociaux et qui a réalisé en quelques jours que son cri du cœur résonnait avec beaucoup de parents. Donc, à la base, c'était un mouvement. Maintenant, on est devenu un OBNL qui regroupe en fait des parents qui vivent ou qui ont vécu les conséquences liées à la pénurie de places en service de garde. Donc, c'est ça. Maintenant, on est un OBNL. On a une équipe permanente depuis 2 ans. On est deux présentement, moi-même à la communication et aux projets spéciaux. Puis, j'ai une collègue qui est à la mobilisation. Et on a un conseil d'administration là, qui gère tout ce qui est gouvernance. Notre mission principale, là, en fait, c'est d'agir auprès des instances gouvernementales et des acteurs, actrices concernés pour que chaque enfant d'âge préscolaire ait droit à une place de qualité et abordable, donc subventionnée, en service de garde éducatif à l'enfance. Donc ça, c'est notre mission. On a plusieurs recommandations. La première et la principale, c'est que chaque enfant ait le droit d'avoir une place et que ce soit inscrit dans la loi, donc un droit universel et inconditionnel à une place dans le réseau subventionné et de qualité. Présentement, c'est écrit dans la loi que c'est un droit, mais il y a une petite phrase qui dit sous condition d'avoir les ressources nécessaires, blablabla. Donc, nous, notre principale revendication, c'est que ce soit inscrit que le droit est universel et inconditionnel, comme c'est le cas dans le milieu scolaire. On souhaite également que le nombre de places soit significativement augmenté pour pouvoir répondre réellement à la demande et que ce soit des places subventionnées et de qualité, qu'il y ait un programme d'aide financière temporaire d'urgence pour les parents qui n'ont pas de place, aussi de simplifier et d'accélérer la conversion des places non subventionnées, toujours dans l'objectif d'avoir un réseau subventionné pour tous les enfants. Évidemment, de valoriser les éducatrices et les éducateurs à la petite enfance pour qu'on ait du personnel et du côté de rendre les données transparentes et intelligibles. C'est assez difficile de comprendre les chiffres du gouvernement d'une manière générale, mais nous, quand on cherche des informations là,
au niveau du ministère de la Famille, c'est assez compliqué là, de pouvoir faire des suivis et de pouvoir suivre les dossiers. Donc, on milite là, pour que les parents puissent avoir accès aux données et puissent les comprendre. Donc, ça, c'est présentation de ma place au travail. En gros, ce qu'on fait, c'est on se considère comme la voix des parents. Donc, nous, on représente les parents auprès de, notamment du gouvernement, à différents paliers de gouvernement, mais c'est vrai qu'on va souvent au niveau provincial pour, à l'Assemblée nationale, faire des revendications, travailler avec les partis de l'opposition. Beaucoup. On essaye de travailler avec la CAQ, mais c'est pas toujours aussi évident. Fait qu'on travaille souvent avec les partis de l'opposition pour qu'on discute de certains sujets. Il y a 2 semaines, on était entendus là, en commission parlementaire pour le projet de loi 95 là, que la ministre de la Famille a déposé. Puis, à l'inverse, on essaye de sensibiliser et de rendre un peu plus simple la compréhension là, de tout ce qui se passe dans les dossiers liés à la petite enfance là, auprès des parents. Donc, on a un petit peu la double conversation. Là. D'un côté, on représente les parents, puis de l'autre côté, on essaye de s'assurer que tout le monde comprenne bien ce qui se passe là, en petite enfance en ce moment. Donc, voilà, ben, je voulais vous faire un petit historique là, du réseau de la petite enfance. En fait, le réseau des CPE, le réseau des centres de la petite enfance, a été créé en 97. Avant ça, le réseau, il n'y avait pas vraiment de réseau, c'était très fragmenté, très inégal. C'était des garderies privées qui étaient là, c'était donc très coûteux et vraiment plus dans les milieux urbains. Donc, en région, il n'y avait pas vraiment d'options. Il n'y avait pas vraiment de normes là, de qualité, de formation de personnel, tout ça qui était mis en place. Donc, ça a renforcé beaucoup les inégalités sociales et économiques entre les familles. Donc, il y a eu en 97 le gouvernement québécois qui a adopté la première politique familiale du Québec et qui a implanté le réseau des centres de la petite enfance afin d'offrir aux familles un réseau subventionné. À ce moment-là, c'était des places à 5 par jour. Aujourd'hui, ça a été ajusté à 9,35 pour 2025. Cette réforme, là, ça visait à rendre les services de garde accessibles et abordables pour toutes les familles en assurant un cadre là, au niveau de la qualité également. Donc, l'impact, il a été significatif. Le taux d'activité des mères là, de jeunes enfants a vraiment augmenté à ce moment-là. À titre indicatif, là, le taux d'emploi des femmes âgées de 25 à 54 ans, il est passé de 63,8 en 90 à 85,6 en 2023. Alors qu'avant, ben, le Québec était considéré parmi les provinces canadiennes où le taux d'emploi était le plus bas chez les femmes. Maintenant, on est en tête de liste. Et en fait, entre 98 et 2008, j'ai pas eu de chiffres plus récents, mais c'est 70 000 femmes supplémentaires là, qui ont pu rentrer sur le marché du travail grâce au réseau de la petite enfance qui a été implanté. Donc, c'est quand même une grande amélioration là, pour ce qui est de la participation féminine dans le marché du travail. Évidemment, ça a eu beaucoup d'impact au niveau ben, des revenus, au niveau de l'émancipation des femmes. Et bon, ça a aussi eu des impacts là, sur les recettes fiscales du gouvernement parce qu'évidemment, plus il y a de monde qui travaille, plus il y a d'impôts, plus le niveau de vie augmente et plus on dépense, etc. Et ça, évidemment, aussi a eu des impacts là, sur l'équité sociale, l'équité entre les hommes et les femmes. Et quand on se compare aujourd'hui là, aux autres pays et même aux autres provinces, tout ce qui est en lien avec la pénalité à la maternité est moins grande au Québec. Donc, même s'il y a encore de grandes inégalités, on voit que l'accès à un service de garde et particulièrement l'accès à un réseau subventionné a un impact positif sur la société d'une manière générale, mais aussi sur les égalités hommes-femmes, même si on n'est pas encore rendu là. Ensuite, pour vous parler un peu du grand chantier, en 2021, le gouvernement du Québec a lancé le grand chantier pour les familles. Ce que c'est le grand chantier, c'est un plan que le gouvernement a mis en place pour finaliser le réseau. Fait que le réseau a été créé en 97 et bon, il y avait des objectifs là, d'avoir
suffisamment de place, d'avoir plus d'équité. Mais évidemment, les gouvernements ont changé, les priorités n'ont pas été les mêmes en fonction des différents gouvernements qui ont été au pouvoir. Et ben, aujourd'hui, le réseau n'est pas accessible pour tous les enfants. Donc, en 2021, la CAQ a lancé le Grand Chantier pour les familles avec pour objectif de créer 37 000 nouvelles places subventionnées d'ici 2025. Ça, c'était son grand objectif. Le gouvernement a estimé que pour pouvoir compléter à 100% le réseau et répondre adéquatement à la demande, il fallait créer 37 000 nouvelles places. Il fallait aussi assurer la présence d'une main-d'œuvre qualifiée en nombre suffisant pour pouvoir, un, accueillir les enfants et deux, pouvoir offrir des services de qualité. Tout ça pour pouvoir avoir plus d'équité et d'égalité entre les familles. Bon, on est 5 ans plus tard, on est en 2025 à l'échéance du grand chantier, en tout cas à l'échéance de l'objectif du nombre de places là, qui s'était fixé. Et ce ne sera pas une surprise de vous dire que nous n'avons pas encore eu les 37 000 nouvelles places. En fait, jusqu'à présent, c'est 29 572 places qui ont été créées, donc presque 30 000. Mais ce qui nous intéresse, en fait, c'est le nombre d'enfants en attente. Parce que ça baisse pas tant. Les dernières données qu'on a là, du gouvernement, ça date de mars. C'est qu'il y a 27 500 enfants à peu près là, qui attendent encore. Puis ça, c'est seulement euh, les enfants qui sont considérés en attente par le gouvernement. Donc, si j'essaye de rendre ça simple, il y a un tableau de bord qui est sorti en mars et ça nous disait qu'en décembre, c'est toujours avec un petit peu de temps de retard, en décembre, il y avait 27 000 enfants qui attendaient une place pour le 31 décembre ou avant. Donc, il exclut tous les enfants qui attendent pour le 15 janvier, par exemple. Et ils excluent évidemment tous les enfants qui ont une place présentement, mais qui souhaiteraient changer parce que la place est trop loin, c'est à 1 heure de route, ça coûte 75 par jour, la qualité, c'est pas ça. Fait que c'est vraiment juste les enfants qui n'ont pas de place du tout et qui attendent dans notre cas, là, avant décembre 2024. Donc, évidemment, ça laisse supposer que la vraie liste d'attente des parents qui n'ont pas de place ou qui n'ont pas la bonne place, la place qu'ils auraient choisie s'ils avaient eu le choix, est beaucoup plus grande. Et donc, ça, c'est seulement donc, c'est ce 27 000 enfants. Puis, quand on regarde dans les dernières années, ça diminue pas tant que ça. On était à plus de 30 000 il y a quelques mois. Ça varie en fonction des mois de l'année. C'est sûr qu'en septembre, il y a un gros départ d'enfants, mais la liste ne retombe pas à zéro. Puis, elle reprend pas, mais souvent, elle diminue un peu plus en septembre. Puis après ça recommence à monter parce qu'évidemment, la majorité des places se libèrent en septembre quand les grands s'en vont pour l'école. Donc ça, c'est un des gros problèmes que nous, on décrit, c'est que même s'il y a certes des gros efforts qui sont faits par le gouvernement pour créer des places, on ne peut pas leur enlever ça. Quand la ministre dit qu'il n'y a jamais eu autant de création de places, c'est vrai. Il y a quand même beaucoup d'argent qui est mis pour créer des places. Sauf que nous, on utilise souvent la métaphore du seau troué. On a l'impression qu'on remplit un seau troué parce que on a beau créer des places, la liste d'attente, elle bouge pas. Et donc, il y a clairement un problème quelque part. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de places qui ferment, des milieux qui ouvrent? Certes, on ouvre des installations, par exemple, mais elles n'ouvrent pas à pleine capacité. Puis à côté de ça, il y a des milieux familiaux qui ferment. Est-ce que c'est parce qu'on a des milieux qui doivent fermer des groupes, par exemple, des installations qui doivent fermer des groupes parce qu'il manque de personnel? C'est un problème qui est assez complexe. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et c'est pas nécessairement évident de mettre le doigt sur quelle est la cause principale, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce qu'on a beau créer des places, la liste d'attente ne diminue pas. Et à côté de ça, il y a la qualité éducative qui, elle, est très préoccupante parce que l'année passée, le Bureau du vérificateur général du Québec a publié un rapport assez accablant sur la baisse de la qualité éducative. À ce moment-là, ce qu'il disait, c'est que 30 des services de garde des installations, c'était les CPE et les garderies privées qui étaient évaluées. 30 n'atteignaient pas les standards minimaux de qualité requis. Il y avait les CPE qui avaient des meilleures
des meilleures notes, là, mais tout ce qui était privé, autant subventionné que pas subventionné, là, était en grande partie, n'atteignait pas en grande partie les standards minimaux là, de qualité. On parle même pas d'avoir une bonne qualité, on parle d'avoir juste le minimum requis. Donc, ça, c'est quand même très préoccupant. Depuis, la ministre a techniquement mis en place un plan d'action pour régler le problème, mais on n'a pas d'informations hein, par rapport à ça. On n'a pas accès non plus aux évaluations là, des différents services de garde, fait que c'est difficile de pouvoir bien juger de la situation. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est pas terrible. Et c'est principalement lié à la pénurie de personnel qui est qualifié parce que ben, pour être responsable d'un service de garde en milieu familial ou travailler dans une installation, ben, on peut avoir une technique en éducation à la petite enfance, donc avoir quand même un bon bagage de connaissances sur le développement des enfants, comment bien les accompagner, comment accompagner leur développement global, fait que pas juste les laisser jouer, mais les accompagner dans la gestion de leurs émotions, les accompagner dans leur développement, savoir détecter quand il y a des petits problèmes, des petits soucis. Fait que c'est quand même, ça demande beaucoup de connaissances. Fait que là, on parle de personnel qualifié, mais on peut aussi ben, commencer dans un CPE, par exemple, ou ouvrir son milieu familial et avoir aucune connaissance spécifique, avoir juste le goût de travailler là-dedans ou être comme moi, je l'ai été désespérée de ne pas avoir de place et se dire, bon, mais quitte à avoir mes deux enfants à la maison, je vais en accueillir d'autres pour au moins avoir un petit revenu. Euh, donc voilà, puis le dernier gros problème, là, c'est les places places non subventionnées, en fait. Il y a encore près de 60 000 places non subventionnées et ça exclut toutes les places dans les milieux familiaux non reconnus qui seront bientôt illégaux. Et évidemment, ben, le problème que ça crée, c'est de grosses inégalités entre les familles, parce qu'évidemment, c'est pas tout le monde qui peut se payer une place à 70 $ par jour, même si on a un retour d'impôt au-dessus de 46 ou 49 $ par jour, le supplément est payé de notre poche. Là, fait que c'est parce qu'il y a un plafond là, qu'on atteint à un certain moment. Donc, ça crée d'énormes inégalités, puis ça fait en sorte qu'il y a des enfants qui ne peuvent même pas, il y a certaines familles qui peuvent même pas se payer des places et qui doivent rester à la maison parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une place même non subventionnée. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que toutes les places soient subventionnées ou au moins que tous les enfants aient accès à une place subventionnée. Puis après ça, ben, s'il y en a qui veulent faire le choix d'aller dans un autre milieu et payer le prix, ben, le parent devrait toujours avoir le choix, mais au moins que tous les enfants puissent avoir accès à une place subventionnée. Donc, le grand chantier a suscité de grands espoirs, mais c'est ça, on n'est pas encore rendu à un réseau complété. Nous, on a fait une étude, on a commandité, en fait, ben pas commandité, mais on a lancé une étude sur les impacts professionnel, financier et psychologique de la pénurie de place sur les familles. C'est la firme Mallette qui a mené l'étude et les résultats qu'on a trouvés sur à peu près 1500 répondants, c'est que 75% des parents rencontrent un délai entre la date qu'ils espéreraient avoir une place, donc souvent la fin du congé parental, et la date où ils obtiennent réellement une place. C'est un parent sur trois qui attend plus de 6 mois, un parent sur 6 qui attend plus d'1 an. Et c'est ça, tantôt, je l'ai mentionné, il reste encore 59 916, fait qu'on va dire 60 places non subventionnées au Québec, sans compter les milieux non reconnus. Donc, tout ça, ça crée ça a de gros impacts sur les familles, ça a des impacts sur la société, mais ça a des impacts surtout sur les familles. C'est des dizaines de milliers de familles qui se retrouvent démunies. Ça a des impacts financiers, évidemment, parce que ben, déjà, on est en congé parental, on n'a pas notre revenu à 100%, puis là, ben, on arrive à la fin de notre congé parental, on a potentiellement plus de revenus, soit on a de la chance, puis on a des vacances qui peuvent être accumulées ou on peut trouver des accommodements, mais généralement, on tombe en solde. Généralement, ce sont les femmes qui prennent la charge financière, ben, qui prennent voyons, je cherche mon mot, mais qui décident de rester à la maison. Quand on est une famille avec deux parents, on peut
s'organiser, mais quand on est une famille monoparentale, ben là, c'est tout le revenu qui disparaît. Donc, évidemment, c'est de grosses pertes financières. Puis des fois, ben, on a réussi à avoir une place, mais c'est une place non subventionnée qui peut coûter très cher. Donc, évidemment, ça aussi, ça a un impact financier. Nous, dans notre étude, on a fait ressortir que 57% des parents ont été confrontés à des contraintes financières liées à la pénurie de place. Puis en moyenne, c'est 25 535 dollars de revenus bruts annuels qui est perdu par les familles québécoises à cause de la pénurie. Donc, c'est 41% des familles qui ne peuvent pas compter sur un réseau de proches pour avoir du soutien. Puis parmi les grandes chanceuses qui en ont, c'est seulement 14% qui ont pu avoir du gardiennage à temps plein. Donc, souvent, là, pour la grande majorité des familles, quand on n'a pas de place, ben, la seule manière de s'en sortir, c'est de soit arrêter complètement de travailler, prendre un congé sans solde ou tout autre type de congé, diminuer ses heures. Modifier ses heures, faire du télétravail avec un bébé sur les genoux. Dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui est endurable sur le long terme. C'est 25% des familles qui ont dû s'endetter à cause de la pénurie. Puis évidemment, ce sont en grande majorité les mères qui assument, on le sait, la grande part des tâches domestiques et des soins liés aux enfants. C'est aussi elles qui ont souvent les salaires moins élevés dans le ménage. Donc, c'est souvent elles qui vont prendre la décision de rester à la maison. Si on doit perdre un salaire, autant perdre le moins élevé. Et donc, c'est elles qui subissent après tout ce qui est à court terme, que ce soit la baisse de revenus ou la perte de revenus momentanée, mais aussi tout ce que ça implique sur la carrière professionnelle après. Si on passe 6 mois ou un an sans travailler, ben c'est autant d'opportunités d'avancement, de cotisation à la retraite et autres qu'on perd. Et comme je l'ai mentionné tantôt, dans le cas des familles monoparentales, ben, c'est tout le revenu qui est perdu. Pour vous sortir quelques statistiques, on a 76% des parents qui ont subi des impacts professionnels, 37% qui ont dû prendre un congé sans solde et 33% qui ont dû modifier leurs heures de travail. Si on regarde hommes-femmes, c'est 68% des femmes qui n'ont pas pu retourner au travail à 100% versus 45% des hommes. Donc, c'est quand même très significatif là, comme différence. Au niveau des impacts psychologiques, bien, évidemment, c'est beaucoup de stress. C'est principalement les mères qui ont la charge mentale liée à la recherche d'une place. Donc, c'est 73%. Nous, ce qu'on a vu, c'est 73% des femmes qui s'occupent à 100% de la recherche d'une place versus 20% des hommes. Et donc, c'est elles qui ressentent le plus de stress lié à la recherche d'une place, à la perte de revenus, à tout ce qui se passe en lien avec les pénuries, puis tout ça associé évidemment à tout le stress lié à la charge mentale qu'on a toutes quand on vient d'accoucher, à la fatigue qui s'ajoute à ça, etc. Donc, 71% des femmes ont ressenti une tension et une nervosité élevée versus 35% des hommes à cause de la pénurie de place. 56% se sont sentis écrasés par les responsabilités de la recherche d'une place versus 27% des hommes. 55% ont senti que leur bien-être était affecté versus 30% pour les hommes. Donc, ça fait un peu le tour des impacts de la pénurie de place. Je voulais terminer par rapport aux bienfaits. Ben, je l'ai mentionné un petit peu tantôt, mais les bienfaits d'avoir accès à une place. Évidemment, si tous les enfants avaient accès à une place au moment où il y en aurait besoin, on enlèverait tout le stress de devoir trouver une place, puis de devoir un peu vendre son enfant, devoir chercher à droite, à gauche sur la place 05, sur les différentes pages Facebook, devoir appeler, faire un tableau Excel avec toutes les démarches qu'on a faites. C'est un peu ça que les familles vivent en ce moment parce que pour trouver une place, il faut passer par 1000 millions de chemins différents. Quand on a des contacts, des fois, on est un peu favorisé pas nécessairement dans quoique c'est pas toujours le cas, mais techniquement, quand on a une place, par exemple, en CPE, ben, ça passe par un guichet unique, mais en milieu familial, des fois,
selon les contacts qu'on a, on peut avoir des avantages ou pas. Il faut faire le CV de son enfant pour le partager sur les réseaux sociaux avec une belle petite photo cute, puis spécifier qu'il pleure pas trop, qu'il dort bien à la sieste, tout ça. C'est beaucoup, beaucoup de stress, c'est beaucoup de démarches. Si tous les enfants du Québec avaient une place abordable, de qualité au moment où on en a besoin, ben, ça serait déjà tout ce stress-là qui disparaîtrait, toutes les contraintes financières. Évidemment, ça aurait un impact sur l'économie du Québec d'une manière générale, parce qu'évidemment, quand il y a déjà des pénuries de personnel dans différents secteurs d'activité qui sont souvent féminins, ben, toutes les femmes qui restent à la maison parce qu'elles n'ont pas de place pour y retourner sur le marché du travail et aller prêter main forte dans ces secteurs-là. C'est évidemment, comme je l'ai mentionné tantôt, ben, des revenus pour le gouvernement, des impôts, plus de consommation quand on a un revenu plus élevé. Et ça a des impacts évidemment sur les enfants, d'avoir accès à un milieu de qualité, que ce soit pour leur développement global, que ce soit pour leur entrée à l'école, que ce soit pour après, par la suite, leur réussite scolaire, leur réussite dans la vie. Ça a un impact sur le taux de chômage, par exemple, dans le futur, sur la prise de médicaments dans le futur. Donc, c'est sûr que c'est pas parce qu'on a une place en service de garde qu'on va réussir dans la vie, mais ça a été prouvé par les experts là, que d'avoir un réseau subventionné de qualité a des impacts là, autant à court terme qu'à moyen terme et qu'à long terme sur les familles et les enfants et la société. Donc, c'est vraiment un investissement. Quand on investit 1 dollar en petite enfance, ben ça dépend des études, mais ça peut aller jusqu'à 6 dollars de retour sur investissement. On parle même pas d'une dépense au final parce que tous les bienfaits qu'on va recueillir par la suite jusqu'à long terme vont être bénéfiques et on va avoir beaucoup de bénéfices, beaucoup de bienfaits par la suite et on a un gros retour sur investissement. Donc, nous, on milite beaucoup là, pour essayer de faire comprendre ça au gouvernement et qu'on mette plus d'argent dans la petite enfance parce que ben, c'est là que tout commence. C'est les citoyens de demain. Puis quand on voit qu'un enfant sur 3 en maternelle a des problèmes dans au moins une, euh, une je perds mon mot, là, mais dans un aspect des apprentissages, ben, on entend souvent le premier ministre dire qu'il faut agir tôt, mais agir tôt, c'est pas à 4 ans, c'est dès les toutes premières années. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour, fait que ça serait tout de mon côté là, pour continuer sur la discussion. Bien, merci beaucoup, Marjorie. Vraiment très intéressant là, de connaître les revendications portées par ma place au travail, mais aussi le portrait que tu nous dresses là, des impacts sur les familles, sur les femmes, mais sur la société, puis généralement, c'est vraiment très intéressant. Donc, on commence la période d'échange, fait que je vous invite à lever la main si vous avez questions, commentaires à faire.